Je me présente, je suis Christophe Giltet, je suis journaliste à RTL TVI, qui est la chaîne de télévision belge du groupe RTL. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui à Aix-en-Provence, même si le climat n'est pas tout à fait le même qu'à Bruxelles. Quand je suis parti hier matin, il faisait 16 degrés, mais je vois qu'on a travaillé sur l'ambiance du global warming, du réchauffement climatique, qui est un peu notre sujet, du moins latéralement. Voilà, donc cette session qui s'appelle La revanche de la nature va faire intervenir plusieurs personnes. Bonjour. Et nous allons commencer tout de suite en donnant la parole pour l'introduction de la session à Jean-Marie Chevalier, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Chevalier. Nous vous écoutons. Bonjour, merci beaucoup. Vous entendez bien? Oui. Bon. Alors, c'est évidemment la session la plus importante des rencontres d'Aix-en-Provence. Revanche de la nature. Pourquoi ce titre un peu provocateur, volontairement? Provocateur, vous allez voir que certains, parmi le panel, va réagir en disant « mais non, pas du tout ». C'est quand même que l'idée qu'il va falloir qu'on accueille 2,5 milliards de personnes en plus sur la planète entre aujourd'hui et 2050. Il faut les nourrir, agriculture, il faut de l'eau, il faut de l'énergie, et il faut essayer de maintenir la planète dans l'état potable. Donc c'est quand même une équation extrêmement difficile auquel seront confrontés nos jeunes. Et c'est amusant de voir que dans ce concours jeunes qu'on a fait, qui est quelque chose de tout à fait innovant et remarquable dans ces rencontres d'Aix, les jeunes sont réunis hier matin, on a eu une session passionnante, et qu'on voit bien que dans les copies que nous ont envoyées les jeunes, le problème de la nature, le problème de l'adéquation entre climat, environnement et ses ressources, c'est quelque chose de très important. Alors, est-ce qu'on va vers un moment où la nature ne sera plus capable de nous donner les ressources naturelles dont on a besoin pour la population? C'est une question qu'effectivement on peut légitimement poser avec des équations qui seront très difficiles à résoudre. Alors, j'ai organisé un papier qui est dans... Vous avez un texte dans lequel il y a quelques interventions des gens qui sont ici. Toutes n'ont pas encore été installées dans le texte, mais ça sera disponible sur Internet et sur le site des rencontres. Je vais évoquer 4 points. 4 points qui sont un peu les grands questionnements de la table ronde de cette matinée. Premier point, le réchauffement climatique. Réchauffement climatique, il y a des déclarations d'intention du type Obama ou d'autres types en ce moment, mais il y a peu d'action. Et on voit bien qu'il y a une contradiction entre une communauté scientifique internationale unanime pour dire oui, il y a un réchauffement climatique qui va poser des problèmes dans les années qui viennent, et ceci étant relayé par les grandes organisations comme l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, qui n'arrêtent pas de le dire. Et puis, il y a une sorte d'assez grande inaction. Et là, cette problématique, elle est au cœur d'un problème temporel du temps, qui est le thème des rencontres d'Aix-en-Provence. Parce que, et c'est la problématique de Nicolas Stern qui a été développée il y a plusieurs années déjà, en disant le fait d'agir maintenant pour réduire les émissions nous coûtera de l'argent, mais coûtera beaucoup moins cher ce que coûtera à l'économie mondiale la non-action. Or, pour l'instant, on est bien dans une période de non-action par rapport à la réduction qu'on devrait faire des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le premier point, le réchauffement climatique. Deuxième point, ceci implique que l'on change les systèmes énergétiques. Et c'est amusant de voir que depuis un an, il y a un mot qui a émergé, qui était absent de notre vocabulaire, c'est le mot de transition énergétique, que je préfère à transition écologique. Parce que transition énergétique, ça veut dire qu'il faut qu'on passe de systèmes anciens qui étaient bons, mais qui étaient fondés sur une énergie abondante et bon marché. Et ces systèmes étaient efficaces, mais ils pourraient être beaucoup plus efficaces si on injecte de l'intelligence là-dedans. Et donc, il faut changer de nos vieux systèmes pour passer à des systèmes qui soient plus efficaces, qui soient moins intenses en carbone et qui donc soient plus développement durable pour préserver ce difficile équilibre de la planète. Alors, c'est amusant de voir qu'en Europe, la France est en transition, l'Allemagne est en transition, 27 pays sont en transition, dans une transition globale européenne. Et ce n'est pas facile à concilier. Il faut voir que dans le cas français, dans le débat, il y a des sujets assez exclus, domaines réservés.
Et il y a aussi des priorités qui sont, l'efficacité énergétique, qui est vraiment la priorité des priorités, et ça, du point de vue économique, ça me paraît fondamental. Et puis, il y a une dimension régionale qui est extrêmement importante, une dynamique régionale, et c'est le troisième thème, les expériences locales. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous le maire d'une ville de Suède, Växjö, qui est parmi les plus dynamiques en la matière. Et il faut bien voir, si vous voulez, que dans ces dynamiques locales, il y a quelques auteurs français du Conseil d'analyse économique, Michel Gonnet, qui ont fait des travaux sur les dynamiques territoriales. Il y a des territoires dynamiques, où le taux de chômage est inférieur à la moyenne et où les créations d'entreprises et d'emplois sont très positives. Donc je pense que cette dimension régionale doit être maintenant ancrée d'une façon nouvelle dans une problématique énergie-climat qui était très verticalisée, centralisée, jacobine. Et puis le dernier thème, qui est peut-être le plus difficile, le quatrième, c'est la régulation. Comment peut-on réguler tout ça ? Que peut-on réguler au niveau mondial ? Et c'est la régulation climatique qui, pour l'instant, piétine, avec un rendez-vous de 2015 que la France a proposé à Paris et qu'il faudrait ne pas rater. Et puis les régulations plus spécifiques en termes de finances, je pense au marché pétrolier, les régulations en termes de sécurité. Et depuis Fukushima, il y a eu des propositions pour essayer d'élaborer une réglementation sécuritaire nucléaire internationale. Et ça, c'est aussi vrai pour les problèmes pétroliers, de circulation des bateaux et de pollution pétrolière ou gazière dans le monde. Et donc, c'était le quatrième thème. Je termine en disant que nous aurons le plaisir d'accueillir une étudiante qui est Clémence, qui posera la première question après que tous les intervenants aient fait leur présentation. Et donc, voilà, je termine. Et c'est ouvert. Alors, je vous propose maintenant de donner la parole à monsieur Anthony Turner de Carbon Visuals, qui va vous faire un rappel global, c'est le cas de le dire, de la situation. Vous allez voir, c'est très complet et ça met bien les choses en place. Monsieur Turner, c'est à vous. Thank you very much, thank you, Jean-Marie. I'm afraid I'm going to speak in English, so I hope that's okay. I believe that climate change is the greatest challenge of the 21st century. The warnings from climate scientists are getting clearer and more focused, but man-made carbon emissions continue to rise. And I'd suggest that for most people, though, climate change is simply too complicated and confusing to consider in their busy day-to-day lives. The complex ecosystem interactions and strange timescales make this pretty tough for people to understand. But I think there's something easier, and that is carbon literacy. That would be the capability to engage with and understand carbon implications of all the actions at every scale in the landscapes of our lives. The carbon intensity of our energy, our transport options, the buildings we live and work in. In short, we need to highlight the causes of climate change, greenhouse gases, rather than the difficult and negative aspects of the effects. And carbon literacy, most importantly, would mean engaged and informed citizens who can then provide politicians with a clear mandate so that they can take the tough decisions in line with the carbon reduction pleas of the scientific community. But there is a big problem. Greenhouse gases are invisible. 4 years ago, I co-founded a business to create scientifically accurate visual images that could help communicate any carbon story or data set. In short, to promote carbon literacy to everyone. Our belief was that we could help people make sense of otherwise abstract data by turning numbers, kilos, tons, gigatons, into volumes that sit in a familiar landscape or next to familiar objects. And we've developed methods and tools and ideas to help do that. We are making the invisible visible. So, this first image is one from a set that we've just finished for the American NGO Environmental Defense Fund. And, this one before.
This one. Okay. So this image is an image that shows the difference between tar sands produced. This is gasoline produced from Canadian tar sands, and the extraction and refining of the gasoline creates additional carbon dioxide compared to when this is done with normal normal oil. Okay, so this is the actual difference. 4 pounds of CO2 is the amount of extra CO2 that goes in the atmosphere from that activity. Next slide. So this one shows for a whole year the amount of extra emissions that go into the atmosphere from 1 year of driving a car in the United States if it's fueled by tar sands gasoline. And next slide is showing, of course, the emissions from the vehicle are the same, and you can see that in the bottom part. But it's the extraction and refining of the tar sands on the left hand that is a lot more than with conventional oil. Next slide. This is an image that shows the actual amount, the volume of CO2 that is put in the atmosphere as a result of light bulb use in America. This is with the grid, the carbon intensity of American electricity. And on the right we have a old-fashioned compact fluorescent light bulb. In the middle, an incandescent light bulb. Sorry. In the middle, a compact fluorescent, and on the left, the new LEDs. And you can see the difference. If we were to overlay on this the economics, the money side, we'd see that on the right the old-fashioned light bulb might cost only 50 cents, but the running cost would be, say, 100 euros. In the middle, the compact fluorescent might cost €2, but the running cost would be 20 euros. And on the left, the LED might cost more, like 15 euros, but the running cost would be 10. So we can overlay onto the environmental information the economic information to help people make choices. Next slide. This is an image that we did recently to illustrate the energy efficiency of a building at a zoo in England. They made this building with very thick insulation in the walls, so it does not need heating in the winter. And if they had heating, they would be using electric heating, which would, for 1 hour, put nearly 4 kilos of CO2 in the atmosphere, and for 24 hours put nearly 90 kilos. So this is an illustration of the CO2 not going in the atmosphere because of an energy-efficient building. And this zoo, they have visitors, and they're hoping to make sculptures of these balloons or spheres. Next slide. We did a video last year to show the emissions of New York City, 54 million tons. And this is just one shot from the beginning where we show the real-time emissions, which is just under 2 tons per second, emerging from the streets. And then you go to the views. This next slide. Next slide, please. So this is 1 days of emissions in 1-ton spheres, okay, nearly immersing the Empire State Building. These kinds of images, we can get them out to show every emission of the planet, everything that's happening, and we can show people how we are changing the atmosphere. Next slide. We're using mapping tools like Google Earth to show complex, large data sets. We've taken all the US power stations, the emissions, and put them through a tool that uses Google Earth. And here we're looking across Chicago to see the annual emissions of the coal-fired power stations, where they're located behind Chicago. Next slide. And so if we're using this interactively, we can click on each of these columns and see the information. This is actually the largest point emitting place in the United States. This is the Shearer Power Station in Georgia.
25 million tons of CO2 per year goes into the atmosphere from this one place. And then we can, next slide, go even further out and see, can you see there the columns? The dark brown is the coal power stations, that's the annual emissions, and the light ones, the yellow ones, those are the gas power stations. So with these kinds of tools, we can interactively show what's going on with these invisible gases. Next slide. So this is the last slide that I want to show you, and I think this is really important. On the left, we have a pink cube, which is 78 kilometers high. That is the volume of the carbon budget that it has been calculated that we have left. 900 billion tons of CO2 if we do not want to go past 2 degrees centigrade. I think that's an 80% chance. And on the right, we have a block that shows the emissions that will be produced by the gas and oil and coal that we have already found. That's the proven reserves. So we might ask the question, why are we carrying on looking for fossil fuels when we already have enough reserves to already blow the temperature of the planet probably past 4 degrees or more? And so I'd like to just finish with a question, as this is an economics conference, which is this: could we not create an upstream carbon permit system that required all fossil fuel suppliers to purchase through auction this remaining carbon budget? You know, revenue could go straight to something like the Green Climate Fund, which has been set up to help developing countries to transition to renewable energy sources and could help pay for adaptation to the climate damage that's already starting. I believe that that's what we should be doing, looking at ways to set up systems that put a proper price on carbon, and with this kind of imagery, I think that can be a helpful way of getting people to understand. Thank you very much. Alors nous avons l'honneur, le plaisir et l'avantage d'avoir aujourd'hui avec nous Monsieur Philippe Germain, qui est le directeur général du WWF France. Monsieur Germain, bonjour. Vous allez nous parler notamment de la biodiversité, en essayant de ne pas parler trop près du micro, parce que ça fait des pop. Là, il n'y a même pas de micro, là. Là, c'est bon. Ça marche ? Oui, c'est bon. Allons-y. Comme il y a beaucoup de spécialistes du climat ici et peu d'écologistes, je vais essayer de brosser un tout petit peu le choc des temps sur un certain nombre d'indices qui sont ceux que publie le WWF. Il y a d'ailleurs un rapport qui est ici, qui est en ligne, que je donnerai à Jean-Marie Chevalier, parce que quand on est avec des économistes, l'idée c'est est-ce qu'ils peuvent essayer d'approfondir ce que nous faisons pour collecter des informations sur la biodiversité, essayer d'arriver à comprendre comment la mesurer et quel prix lui donner. Et aujourd'hui, il y a peu de travaux qui sont faits par des économistes là-dessus. Nous avons des travaux plutôt pour essayer de comprendre la façon dont la biodiversité évolue. Et je vais vous donner quelques chiffres sans vous abreuver, puis après quelques exemples, ce qui permettra peut-être après d'engager la discussion. La revanche de la nature, pour nous, depuis que les hommes ont été sur la capsule Apollo et ont regardé la Terre, ils ont vu qu'on était enfermés dans un univers plutôt hostile et que nous étions protégés par une fine couche d'atmosphère qui fait environ 35 à 70 km selon ce qu'on mesure comme molécule. Donc les hommes sont enfermés et ils sont enfermés dans une biosphère qui est celle que nous détruisons aujourd'hui. Alors, les quelques données. Nous avons un premier indice qui s'appelle indice planète vivante. Nous étudions environ 9000 populations de 2688 espèces de par le monde et on essaye de voir comment ces populations évoluent. Entre 1978 et 2008, c'est les chiffres que je vais prendre, c'est le choc du temps, donc on va prendre ça. 1970-2008. L'indice global planète vivante a baissé de moins 30%.
Et la caractéristique, c'est que dans les pays tempérés, il augmente de 31, donc il y a plutôt une activité qui a été maîtrisée, et dans le tropical, moins 61%. Là, je parle des espèces en général. Si je prends la planète vivante marin, nous sommes à moins 22, dans le tempéré, plus 52, et dans le tropical, moins 62. Et si je prends eau douce, puisque j'ai pensé à vous, monsieur Chaussade, on est à moins 37, et dans le tempéré, plus 36, qui montre qu'il y a des choses qui se font, moins 70 dans les zones dites tropicales. Les zones tropicales, en général, dans notre document, concernent beaucoup ce qu'on appelle les BRIC, les pays émergents, ou en train d'émerger. Donc ces chiffres sont quand même récents. On parle de très peu d'années, et ils sont assez catastrophiques sur l'empreinte humaine sur la nature. Nous avons un autre indice qui est non pas fabriqué sur les espèces, mais fabriqué sur les terres, et qui montre la pression de l'humanité sur la biosphère et sa capacité à se régénérer. Au fond, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les 7 milliards de personnes sur la planète consomment 1,5% des revenus de la planète. En d'autres termes, et là, je ne parle pas des ressources, je parle que des ressources renouvelables, pas des ressources non renouvelables, la cueillette du pétrole, du zinc, de tout ça. Donc, il y a, en ce qui concerne les ressources renouvelables, nous, les hommes, en général, au mois d'août, ont consommé ce que la planète est capable de leur produire, de renouvelables, et de fin août à décembre, on crée de la dette sur la nature, quoi. On mange le capital. Comme il y a des économistes ici, ils savent tous ce que c'est que la dette et vers où ça nous conduit. Et ça, on la paiera un jour. Ça, c'est donc quelques grands chiffres c'est pas, je ne veux pas vous alerter, c'est juste des constats, et je demande juste que des économistes se mettent à les chiffrer, comme d'ailleurs cela a été fait par Stern sur le climat. Moi, je suis beaucoup plus large que le seul climat. Je vais vous donner quelques exemples concrets pour vous exprimer un peu ce que ça représente. Prenons la pêche. Avant-hier, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a montré qu'en France, les subventions à la pêche sont supérieures au chiffre d'affaires de la pêche. Ce rapport est confidentiel. C'était dans Le Monde, je l'ai lu en arrivant là, donc ça m'a un peu amusé, mais bon, c'est pas pour ça que je vous parle que de la pêche. Depuis 1950, les zones pêchées par les flottes mondiales ont décuplé. Et je ne vous parle que des flottes reconnues, parce qu'il y a une pêche illégale incroyable, notamment sur les côtes qui ne sont pas protégées, parce qu'il n'y a pas des bateaux de guerre partout, notamment en Afrique. Les côtes d'Afrique sont pillées, et essentiellement d'ailleurs par la pression alimentaire venant de l'augmentation de la richesse des pays d'Asie. La morue de l'Atlantique, pour ne pas taper uniquement sur les pays d'Asie, c'est nous qui l'avons extrêmement pêchée. Aujourd'hui, la baisse est de 74% du stock. Le stock ne se reproduit plus de la morue de l'Atlantique. Donc c'est pareil pour le thon rouge. Le thon rouge est victime d'une pression énorme, notamment, elle a été très forte en Méditerranée, elle recommence sur l'océan Indien, où là, il n'y a personne pour légiférer. Bon, le requin, je ne vous en parle pas, parce que depuis que les Chinois sont riches, puisque la classe moyenne, c'est environ 250 millions de personnes, et qu'ils aiment bien le potage à l'aileron de requin, le requin est mort, ou en tout cas, il est sur une pente extrêmement défavorable. Le tigre, il en reste 3200, et 3200, c'est beaucoup moins que le nombre nécessaire pour la reproduction d'une espèce, qui est de 5000 individus. Donc, je ne vous parle pas du panda, il en reste 600, malheureusement. Bon. Si je prends, autre exemple, l'agriculture européenne. L'agriculture européenne importe 50% de 50% de ce qu'elle consomme, essentiellement pour l'élevage, pour la nourriture pour l'élevage, et elle conduit à 23% de la déforestation de l'Amazonie. Bon, bref, je dois conclure parce qu'il me reste 2 minutes. Quelles sont les pistes de solution ? D'abord, le principal, c'est l'effet de serre dans tout ça. Et face à l'effet de serre, il y a la sobriété. 2, les ENR. Comme le rapport de l'Agence internationale de l'énergie nous a dit l'autre jour que la deuxième source d'énergie, c'était les ENR. Et effectivement, il faut que ça devienne la première. C'est la deuxième après le charbon. Et surtout pas le nucléaire, dont à la fois la sécurité, les déchets et le démantèlement sont des problématiques pas gérées et considérables. 2,
la mobilité, on n'arrêtera pas de la... Il faut bien que je dise mon point de vue, je sais bien que ce n'est pas le vôtre, mais je pourrais le défendre. Bon, en ce qui concerne la mobilité, je pense qu'il faut qu'elle soit électrique et cette électricité provienne des énergies renouvelables. Dans le monde, je ne parle pas uniquement de la France ou de la petite Europe. Et c'est ça que nous allons essayer de promouvoir avec des recherches qui doivent être intensives sur les réseaux, sur le stockage de l'énergie et sur la meilleure gestion ou consommation de cette énergie. Enfin, comme les ressources sont épuisables, et je crois que je viens de vous le montrer, nous avons besoin de développer considérablement ce qu'on appelle une économie circulaire, c'est-à-dire le fait de recycler le maximum, le fait quand on exploite et quand on cueille la nature, on pense déjà à comment on va s'en resservir après une première utilisation. Et ces 3 pistes-là, c'est des pistes stratégiques pour les économistes, et c'est pour ça que c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci. Nous passons la parole maintenant à Monsieur Pierre Gadonex du Conseil mondial de l'énergie. Vous avez la parole. Merci. Le micro est bon? Oui, ça marche. Donc, les intervenants, là, ont fait un diagnostic des grands enjeux. Je voudrais évoquer les processus qui permettent de répondre à ces préoccupations. Et faire cette remarque d'un constat récent, c'est que finalement la nature n'a pas été trop pénalisante pour l'homme, puisque depuis quelques années, il y a une prise de conscience que, je parle du secteur de l'énergie, il y a de plus en plus de ressources énergétiques disponibles, fossiles, à la disposition de l'homme. Alors c'est à la fois parce que la nature est peut-être plus généreuse qu'on le pensait, puis aussi que l'homme est peut-être plus intelligent qu'on le pensait. Alors ce sursis, c'est à la fois une bonne nouvelle, mais c'est aussi une menace. Parce que ce sursis que donnent les ressources disponibles nouvelles ne sera positif que s'il permet, et c'est ça que je voudrais développer ce matin, de concilier l'acceptation sociale des mesures à prendre et l'engagement effectif des solutions de long terme pour décarboner l'économie. Alors, clairement, et c'est ma conviction, ceci ne peut concrètement se mettre en œuvre que si on suscite l'adhésion des opinions publiques. Et c'est tout à fait légitime et naturel qu'il se développe dans tous les pays du monde, et en tant que président du Conseil mondial de l'énergie, j'ai eu l'occasion d'assister et même de participer au fait qu'il y a des débats sur la transition énergétique ou environnementale, disait Jean-Marie, qui sont ouverts pratiquement dans tous les pays du monde. Et ceci, je voudrais souligner 2 points, que ces débats doivent se développer, et je voudrais souligner quelques caractéristiques pour que ces débats soient utiles, et deuxièmement, ma conviction, c'est qu'il est important de regarder ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas se contenter de faire une analyse purement locale, régionale ou même nationale. Alors sur ces débats nationaux, je fais 2 constats, je schématise forcément. Il y a 2 données de fait qui sont assez consensuelles. Premièrement, et c'est récent, les énergies fossiles sont là pour longtemps. Au sein du Conseil mondial de l'énergie, nous avons des scénarios à l'horizon 2050. Dans tous ces scénarios, on considère que les énergies fossiles joueront un rôle dominant, majeur. En clair, le pic-oil s'éloigne. Et le deuxième constat, et mes intervenants avant l'ont souligné, qui devient pratiquement consensuel, c'est que le changement climatique est une réalité, que nous sommes actuellement sur une dérivée, et mon collègue avant l'a souligné, qui fait que le réchauffement climatique va sans doute dépasser ce qui aurait été souhaitable et qu'on est plutôt sur les 6 degrés de réchauffement d'ici 2050 plutôt que les 2 qu'on aurait souhaité. Et que ce réchauffement climatique, eh bien, il va susciter des coûts qui vont être croissants, à la fois un coût pour réduire
Et plus on attendra, plus ça coûtera, hein, c'est la thèse de Nicolas Stern, pour réduire les émissions. Et puis deuxièmement, un deuxième coût qui va s'ajouter pour adapter les économies au fait qu'il y a un réchauffement climatique. Et c'est là, je trouve que le thème du choc des temps est tout à fait intéressant. Alors, il y a un constat, et depuis quelques années, ce constat est assez finalement consensuel. Le grand débat qui opposait les uns les autres, c'est plutôt atténué, me semble-t-il, tel que je l'observe dans le monde. Aucun pays aujourd'hui ne conteste véritablement qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il y a nécessité pour agir, pour limiter ce réchauffement climatique. Mais il y a une très grande difficulté, partout dans le monde, c'est pour rendre acceptables aux opinions publiques les coûts de court terme que nécessitent les actions rapides pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Et il y a là évidemment une certaine contradiction entre la nécessité d'agir rapidement, parce que plus on agit rapidement et moins les coûts sont élevés, la thèse de Nicolas Stern, et le fait que les opinions publiques, les politiques sont fortement soucieux des comportements de court terme. Et en outre, pour agir, il faut aussi agir sur les comportements. Ça aussi, ça prend du temps. Alors la voie suivie dans tous les pays pour susciter ce compromis, c'est une voie de débat pour susciter l'adhésion et trouver un équilibre entre ces actions de court terme et de long terme. Je signale que ce débat a eu lieu tout proche de nous, en Grande-Bretagne, il n'y a pas longtemps, et que ça a donné lieu, il y a quelques jours, à une loi qui donne, loi votée au Parlement britannique à la quasi-unanimité. Alors bien sûr, c'est une loi qui garde encore un peu de flou, mais qui définit un certain équilibre entre ces préoccupations de court terme et de long terme. Et la préoccupation, bien entendu, c'est qu'il faut qu'il y ait une pression pour garder en tête la pression du chronomètre qui tourne, et que plus on attend, plus les objectifs de long terme seront difficiles à atteindre. Alors les voies pour concilier, c'est évidemment, les voies sont toutes les mêmes. La première, c'est l'efficacité énergétique, mais pas à n'importe quel prix. L'efficacité énergétique a un coût. Et la deuxième priorité, c'est de décarboner la production d'énergie. Et là, il n'y a que 3 voies, il n'y en a que 3. C'est les énergies renouvelables, parmi lesquelles l'hydraulique est la plus importante, mais aussi le solaire et l'éolien qui se développent rapidement. Le nucléaire, qui est une voie, qui est aujourd'hui une voie qui se développe en particulier dans les pays d'Asie. Et la nouveauté, c'est que le nucléaire a tendance à se développer dans des pays où il n'était pas précédemment. Et puis la troisième voie, qui est un défi technologique, c'est la capture pour prélever les émissions de CO2 lorsqu'elles sont complètement inévitables. Pour que ces voies soient privilégiées et économiques, il faut évidemment privilégier les technologies qui soient les plus économiques. Et ça suppose que les politiques publiques, il faut des politiques publiques fixent des objectifs. Et ce que nous pensons au Conseil mondial de l'énergie, c'est qu'il faut laisser au marché le choix de choisir et de privilégier les technologies qui sont les plus économiques. Le temps ne me laisse pas beaucoup dire un mot sur ce qui se passe à l'international. Je pense que de regarder autour de soi est important. L'Europe a été, à mon avis, incapable de définir une politique énergétique véritablement européenne, ce qui est un paradoxe, puisque si on s'en souvient, l'origine de l'Europe, c'est le traité CECA dont l'énergie faisait partie. L'énergie s'est éloignée des préoccupations européennes, et du coup, aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, le bilan de la politique énergétique européenne n'est pas du tout positif. Les émissions de CO2, alors que c'était l'objectif principal, ne se sont pas réduites autant qu'on le pensait. Le marché du carbone, qui est une bonne idée, ne fonctionne pas. Les surcapacités générées par des projets subventionnés font qu'aujourd'hui, aucun projet de développement de production énergétique n'est rentable, et que les surcoûts de l'énergie en Europe pénalisent la compétitivité de l'Europe. Alors, Monsieur moi, Cavanex, je pense... on va peut-être conclure. Oui. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que je pense qu'il y a une opportunité et une nécessité de développer
la gouvernance au niveau mondial, au moins les échanges d'expériences, probablement de définir des règles communes, que cette prise de conscience se développe, y compris en Europe, c'est peut-être une opportunité, et au-delà de l'Europe, je pense que toutes les initiatives, dont celle du Conseil mondial de l'énergie qui prévoit en octobre prochain un congrès mondial, sont des opportunités pour aller dans ce sens. Merci, Monsieur Ganonex, président du Conseil mondial de l'énergie. Alors nous avons maintenant un invité, que j'allais dire, exceptionnel, puisqu'il s'agit de Monsieur Bo Frank, qui est maire de la ville de Växjö, en Suède, et qui lui donc est concrètement dans la logique de l'application notamment du développement durable. Vous allez voir que notamment le nom de sa ville est au confluent entre la mobilité et la nature. Monsieur Frank, vous avez la parole. Thank you, and thank you so much for inviting me to this workshop. I am a proud mayor of the greenest city in Europe, heaven on earth, you could say. We have been recognized by the United Nations as being the best city in the world for climate protection, and by international media as being the greenest city in Europe. It started may I have the first slide, please, in my presentation? It started some 40 years ago when I was studying economy and ecology. For me, economy and ecology are two sides of the same coin. Money has no value if you can't breathe the air. We started 40 years ago a unique sea restoration program in our city, the same time I was elected to the city council. In the city center or around the city we have 7 lakes. All 7 lakes have good quality of water, and my vision is that all citizens should have walking distance to a nice lake for swimming, for leisure, for fishing, and in wintertime you could go skiing and ice skating on the surface of the water. The drinking water in our city is also very special. It's the best drinking water in Sweden. It's groundwater, natural infiltration, and no chemical are added to the water. When I was elected mayor 25 years ago, I gathered all political parties to form a vision for the city. We decided to be the best city in Sweden for nature conservation, for environmental issues. We decided to build the most well-known university campus in Sweden, and we also discussed a program very early for gender and equal opportunities. And we have achieved anything we wanted some 25 years ago. And we have a good political cooperation. When it comes to environmental issues, 8 political parties in the city council share the same opinion. We have only green parties in the city council and the city parliament in Växjö. And that's very easy to work when you all agree on some issues. And then we disagree on many other issues, of course. But environmental issues are very important. And they are also very mainstream to all political parties in Sweden. You can't see the difference between the parties in Sweden when you discuss environmental issues, because all political parties care very much about the environment. We took this decision and we've been working very hard. Next slide, please. We talk about sustainability, and sustainability as a concept includes also democracy, it includes social approach, it includes also gender, equal opportunity, and by the way, where is the gender balance in this panel? But there are more ladies in the audience, so thank you for coming. It's very important to stress that you must discuss the whole concept of sustainability. And we have a lot of indicators for sustainability in the city budget. The city budget is moving towards sustainability. We measure each indicator every year. We measure democracy, we have 3 indicators about waste, about environment. And that's very important. Waste, climate protection, and of course, what do we do with the water, the quality of water? To understand what's happening in Sweden, you must also understand that we are the most decentralized country in the world, especially compared to France. In Sweden, we have 2 levels, the local level and the central level.
The local authority, the municipality or the city is responsible for all public actions in all fields, except police, defense and university. But by the way, the city owns all the buildings for our Linnaeus University. And it's not by coincidence that the name of our university is after the botanist Carl von Linné. So Linnaeus University, he was in school in Växjö, Carl von Linné. So that means that on the city level, we have all the toolbox we need. We have the legal constitution, and the local governments has been in our constitution since almost 200 years back. And we have a lot of resources, a lot of money. 80% of the city budget comes from the local income tax. So each citizen pays 30% of local income tax directly to the city. So we have a lot of money, we have a legal structure, and we are responsible for setting a standard for energy. For example, we only allow in my city wooden constructions, wooden buildings, because wood is the only renewable building material. The houses we build today are close to zero or passive houses. Even when it's 40 degrees cold outside, you don't need any extra heating to heat our buildings because they're also very well insulated. It's very important to stress that the local level is very important. And I had the opportunity to talk to in the European Parliament some weeks ago. Next slide, please. Oh, time is running. We took this decision some years ago, the first city in the world to take a decision of being a fossil fuel-free city. Since we took this decision, we have decreased our emissions with 36%. That's very much from a low level. So Sweden have lower emissions than Europe, 50% lower, and we have 50% lower than average in Sweden. We produce biogas for all the public transports. We produce bioenergy for electricity, for coaling, and for heating. So all buildings are connected to the plant. Next slide, please. Next one, please. 60% of all consumed energy comes from renewable. 60% of all consumed energy in the entire municipality area come from renewable resources. We also promote most citizens and companies to buy more environmental cars, and the amount of environmental cars increasing very much with about 50% each year. So almost all people drive environmental cars, and as being a mayor, I must set a good example. So when I'm flying, I pay climate compensation, I drive an environmental car, and I try to save electricity and energy. The last one, please. How does this all affect the local economy? The local economy is increasing more in Sweden, in Växjö, than in Sweden in general terms. And although we save more energy, because when you go for renewable energy at the local level, you give incentives for new local businesses to start. And that's also why we purchase only organic food. When we try to encourage people to buy organic food, to buy fair trade products, etc. So the whole concept of being a sustainable city is very important, and all politicians are very eager to carry on this way and to work for a better sustainability every year. So nature will not take any revenge in Växjö because we are part of the nature, and we recognize ourselves for being a part of biodiversity and the ecosystem. Thank you for your attention. Et nous donnons donc la parole à Monsieur Xavier Belin de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Monsieur Belin, vous avez la parole. Si vous pouvez parler devant le micro, parce que le traducteur a un peu de mal parfois à saisir les propos. Ça va ? Devant, mais pas trop près. Pas trop près. Oui, très bien. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Écoutez, merci de votre invitation. Tout d'abord, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Parler un peu d'agriculture dans cette session, je pense que c'était à la fois nécessaire et indispensable. 3 mots. D'abord, je vais essayer de structurer mon propos en 3 dimensions. Un mot sur les défis, un mot sur les grandes orientations et un mot sur quelques solutions. Et évidemment, tout cela ne sera pas exhaustif. Alors, sur les défis, j'en ai relevé quelques-uns. Là aussi, ça n'est pas exhaustif. Mais d'abord, il faut commencer par le commencement. Nous avons une demande alimentaire croissante à travers le monde qui est liée à 2 facteurs. D'abord, la démographie, ça va de soi. On l'a dit, 9 milliards d'habitants à nourrir d'ici 2050. Mais surtout, des modes alimentaires qui évoluent énormément. Et pour donner un rapport, un premier chiffre qui est intéressant, là où on consommait dans certains pays des céréales en l'état, 1, ça fait toujours 1. Quand on commence à consommer des viandes blanches, il faut 2,5 unités, voire 3 pour faire la même unité en valeur protéinique et calorique. Si on consomme de la viande rouge, il en faut 7. Ce
qui fait qu'au-delà de la démographie, il y a bien un effet tendance des modes alimentaires qui joue sur la demande. Deuxième défi, c'est quand même une certaine réduction finalement des moyens ou des facteurs de production. Alors on peut parler des terres arables, la disponibilité, les problèmes d'accès à l'eau, qui ne sont pas toujours évidents dans certains pays, un certain nombre d'intrants, on peut parler des fertilisants, mais j'y reviendrai. Troisième défi, oui, les changements climatiques qui s'appliquent de fait à l'agriculture, avec quand même un point particulier, et on le vit depuis une dizaine d'années en gros, une certaine récurrence à des événements climatiques extrêmement violents, avec des ouragans, des tempêtes, des sécheresses, des inondations. Bref, à l'échelle souvent de grandes régions mondiales, ça a des impacts extrêmement forts. Ça a d'ailleurs conduit sur les 10 dernières années à de très fortes volatilités sur les marchés, en particulier parce que l'offre agricole a été fortement impactée par ces événements climatiques. On rajoute à ça une dimension, alors qui est peu perceptible peut-être par le grand public, mais que les économistes connaissent bien, c'est au fond l'afflux de marchés financiers appliqués aux matières premières agricoles, ce que nous ne connaissions pas avant les années 2005-2007, et qui depuis cette époque-là, là aussi pour vous donner un indicateur, ont été révélateurs d'un nouveau monde. Avant 2007, on échangeait à peu près 5 fois la récolte de blé à Chicago, 2007-2008, 45 fois. Donc ça donne aussi l'appétence au fond des marchés financiers maintenant pour ces grands sujets agricoles. Et puis je dirais une concurrence quand même assez accrue par rapport à certains grands pays aujourd'hui. Pour le dire autrement, on a vécu une période des années 80-90 jusqu'aux années 2000 où finalement du FMI en passant par la Banque mondiale, l'OCDE, l'OMC évidemment, on considérait qu'après tout, en libéralisant les échanges, une partie du monde pourrait produire et l'autre pourrait importer et consommer. Je caricature à peine, c'était la vision finalement assez binaire à laquelle nous étions confrontés. Aujourd'hui, et ça fait partie sans doute des nouvelles orientations qu'il faut prendre en compte, et je l'affirme pour ma part, nous aurons et nous avons besoin de toutes les agricultures du monde dans leur diversité, ce qui suppose ou présuppose que, notamment au regard des grandes négociations internationales, qu'Anne-Marie Idrac connaît bien par ailleurs, peut-être appliquer à l'agriculture, on ne va pas demander l'exception agriculturelle comme on l'a fait pour la culture, récemment pour l'accord États-Unis-Europe, mais quand même ne pas s'interroger sur des modes agricoles qui correspondent finalement à certaines grandes régions du monde en les banalisant à travers ces négociations commerciales, je pense que c'est une erreur de fond sur laquelle il faudra sans doute revenir. Alors quelques grands défis, quelques grandes orientations, je le disais. D'abord, oui, une agriculture qui devrait être de plus en plus économe, ça va de soi, mais encore faut-il qu'on puisse le démontrer, donc forcément plus durable. Si je prends le cas de la France, par exemple, c'est autour d'une agriculture écologiquement intensive. Alors c'est un concept qu'a défini Michel Griffon, que tentent de s'orienter aujourd'hui les agriculteurs. En d'autres termes, les agriculteurs français aujourd'hui visent ce qu'on pourrait appeler la double performance, la performance économique et la performance environnementale. Ayant dit ça, je voudrais aussi faire remarquer que, je le disais, à l'horizon 2050, 9 milliards d'individus à nourrir. Il y aura un défi pour nous et qui, du coup, prend toute sa dimension en termes d'orientation, qui sera le défi des protéines. C'est un sujet majeur sur lequel aujourd'hui, je trouve, peu d'experts s'expriment. Nous savons que nous serons en rupture de protéines à l'horizon 2030-2040, si rien n'est fait par ailleurs. Alors, quelles actions à conduire ? Je vais tenter quelques approches. D'abord, un premier constat. Je fais le constat pour ma part que depuis une quarantaine d'années, en gros, et c'est surtout vrai d'ailleurs à travers certaines politiques nationales ou communautaires, pour ce qui est de la PAC notamment, on a plutôt une approche verticale de l'agriculture, filière par filière. En clair, on a cherché à optimiser, aussi bien d'ailleurs au niveau des exploitations agricoles qu'au niveau des filières. C'était la révolution agricole des années 60, et finalement nous sommes devenus des spécialistes en secteur élevage, en secteur céréalier, en secteur fruits et légumes, etc. Et on a un peu perdu finalement cette notion qui était la notion que nos grands-parents connaissaient bien sur chaque exploitation, c'est-à-dire on faisait un peu de tout, des céréales qui servent à la fois pour l'énergie nécessaire à l'exploitation, une partie évidemment élevage qui servait donc à nourrir les élevages, mais en même temps à l'autoconsommation, j'allais dire, de toutes les personnes qui vivaient autour de l'exploitation, et puis une partie évidemment production de rente et de vente. Aujourd'hui, cette spécialisation nous oblige à revenir un peu en arrière, et sans doute non pas à l'échelle de l'exploitation, mais plutôt à l'échelle de bassins
de territoire, de reprendre là aussi une sorte de double notion, d'abord par de la contractualisation et sans doute par une approche territoriale, remodeler en quelque sorte une agriculture un peu plus systémique qui associera de plus en plus dans une relation végétale-animale justement ces deux grands secteurs d'agriculture. Et pour prendre un exemple très concret, si je prends un exemple d'économie circulaire qui a déjà été cité tout à l'heure, appliqué à l'agriculture, des céréales qui nourrissent des animaux qui rentrent dans la chaîne alimentaire avec de la valeur ajoutée, de l'emploi à la clé, etc. Donc vraiment de la valorisation. Des effluents d'élevage que l'on va biométhaniser et qui vont donc produire de l'énergie, et des digestats de biométhaniseurs que l'on va recycler en termes de fertilisants sur des productions végétales. Alors c'est un exemple d'économie circulaire, mais sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Et pour reprendre tout à l'heure une expression qui a été justement exprimée, c'est bien la nécessité et la volonté que nous avons justement à la fois de ne rien perdre et de faire en sorte qu'à chaque maillon, il y ait une sorte de valorisation par derrière. Un mot pour terminer, un mot évidemment sur l'innovation, la recherche, le développement, qui sont des sujets tout à fait essentiels pour nous. Je dois dire que cette économie circulaire, elle ne doit surtout pas faire référence au passé. Au contraire, c'est une idée sans doute très moderne, mais qu'il faut évidemment remettre en perspective avec des moyens de recherche importants. Et dans ce domaine-là, soyons quand même un peu ambitieux. On a un peu le sentiment qu'en France et en Europe, nous sommes un peu en deçà de la main finalement sur ces sujets-là. Alors non pas que je conteste ce que fait l'INRA ou les grands instituts techniques, je dis simplement que quand on évoque par exemple la question des biotechnologies, ne soyons pas simplement dans le dogme et dans l'idéologie, regardons de manière positive, constructive, ce que ces biotechnologies pourraient apporter en termes de défense des végétaux par exemple, en termes aussi d'amélioration des plantes, par leur qualité nutritionnelle, par l'apport en vitamines, en acides aminés. Enfin, il y a des tas de sujets aujourd'hui qui marchent. Je prends un autre exemple très concret pour aller très vite. Je termine. L'informatique embarquée aujourd'hui permet aux agriculteurs, notamment, d'être beaucoup plus économes, simplement parce qu'on va porter la bonne dose au bon endroit, au bon moment. Tout ça nous permet évidemment d'être plus performants. Alors pour terminer, une phrase. Je pense que nous sommes à la veille sans doute d'une nouvelle révolution verte, où les dimensions sociales, humaines, économiques, environnementales vont se recombiner plutôt que de s'opposer. En tout cas, c'est une conviction sur laquelle nous bâtissons aujourd'hui nos orientations. Merci. Merci, Monsieur Belin. La parole est à Monsieur Chaussade, directeur général de Suez Environnement, avec un timing très précis. Bien. Je commencerai en reprenant une phrase tout à l'heure de M. Turner qui a dit que le XXIe siècle, ça serait le siècle du réchauffement climatique. Moi, je pense que le XXIe siècle, ça sera le siècle de l'eau. Et je vais vous en parler parce que je pense que tous les phénomènes et tout ce qu'on vient de raconter, en réalité, va se focaliser sur la disponibilité de l'eau. Et donc, je vais d'abord vous parler de la pression qui aujourd'hui existe sur l'eau, pression que la nature et le monde que nous avons construit met sur l'eau. Ensuite, je vous montrerai que c'est un phénomène interconnecté. Et puis enfin, j'essaierai de dégager quelques pistes de solutions. Alors, pourquoi est-ce que l'eau va être un sujet aussi important au XXIe siècle ? Tout simplement parce que même si les quantités d'eau sont à peu près stables sur la planète, eh bien, chaque individu en disposait au début du XXe siècle d'à peu près 15 000 mètres cubes par habitant de la planète. Et en 2030 ou 2040, quand nous serons 9 milliards et plus, eh bien, nous n'en aurons plus qu'à peu près 3 000. Et nous savons tous que la sécheresse commence aux alentours de 2000 et que le stress hydrique est, lui, aux alentours de 1200, 1400. Ça veut dire que, comme ce sont des moyennes, ça veut dire qu'il y aura des zones de la planète qui seront en stress hydrique de manière extrêmement forte. On estime à peu près que 50% de la population mondiale, aux alentours de 2030-2040, vivra des épisodes de stress hydrique et que, en gros, la ressource nécessaire par rapport à la ressource souhaitée sera de l'ordre de 40% inférieure à ce dont nous aurons besoin. Alors, qu'est-ce qui, j'allais dire, aujourd'hui, accélère tous ces phénomènes ? Bien entendu, on a parlé de la population mondiale, je viens de le dire.
Il y a un deuxième phénomène qui est très important, c'est le fait que nous allons vivre de plus en plus dans des villes. À peu près les 2 tiers de la population mondiale va vivre dans des villes. Et puis il y a un troisième phénomène qui est très important aussi, qui est l'émergence de classes moyennes. Tout à l'heure, M. Belin l'a dit rapidement. En réalité, les classes moyennes, il y en a par exemple en Chine entre 200 et 250 millions. La même chose, je dirais, en Inde, et ils sont en forte croissance. Et ces gens, leurs habitudes, en particulier alimentaires, mais leur mode de vie change et exerce une pression extrêmement forte. On l'a dit pour la problématique de la viande. En gros, quand on consomme des grains, c'est 1. Quand on consomme de la viande, pour simplifier, la viande rouge, c'est à peu près 10. Vous voyez bien que dans des pays où on parle en milliards d'habitants, les changements alimentaires vont avoir une conséquence considérable sur les modes de production agricole, considérable sur, évidemment, la consommation d'eau. Deuxième point, je vous disais que c'était un phénomène complètement interconnecté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ressources en eau, elles sont ce qu'elles sont. Et il faut se les partager. Et en gros, aujourd'hui, la répartition, en France, par exemple, l'agriculture consomme à peu près 50% de l'eau, mais dans le monde, c'est 70% de la ressource en eau qui est consommée par l'agriculture, à peu près 20% pour l'industrie, et le reste, entre 5 et 15%, disons 10%, pour la consommation humaine. Et donc, vous voyez bien que progressivement, les besoins, en particulier en agriculture, mais même aussi en industrie, vont faire qu'il va falloir se répartir différemment l'eau dont nous disposons. Et on ne peut pas empêcher des gens de vouloir avoir une industrie. Alors, on parlait de l'énergie tout à l'heure. L'énergie consomme beaucoup d'eau, que ce soit pour refroidir un réacteur nucléaire ou même un cycle combiné. On a parlé fortement de l'agriculture. On a parlé effectivement de tous les besoins qui naissent de ces consommations agricoles, mais aussi humaines, qui aujourd'hui sont en forte croissance. Alors rapidement, quelles sont au fond les solutions que l'on peut essayer de trouver ? D'abord, on a parlé beaucoup de recherche de consensus. Je suis complètement d'accord dans ces phénomènes extrêmement importants dans lesquels on mélange industrie, donc le développement et le bien-être des populations, de l'agriculture, c'est de la nourriture, l'eau. Il faut faire un consensus. Il faut trouver des moyens du consensus. Il y a un consensus qui va être absolument nécessaire, c'est celui de ce que j'appelle la gestion des usages de l'eau. Si on croit, comme autrefois, qu'on pourra faire dans une même région n'importe quelle agriculture, n'importe quelle industrie, pour n'importe quel type de consommation, sans parler du tourisme, sans parler du transport fluvial, etc., on se trompe. Et d'ailleurs, vous voyez bien que progressivement, à l'échelle de la planète, sur quelques grands fleuves, récemment on parlait du Nil, on a parlé des problèmes entre la Turquie et l'Irak par exemple, ou la Syrie, vous voyez bien que les grands fleuves sont sujets à des convoitises, tout simplement parce que nous sommes en train d'essayer maladroitement de les utiliser sans gérer correctement les usages. Gérer les usages, ça suppose un consensus. Dans un bassin fluvial, il faudra que tous les gens se parlent. Ça sera encore plus compliqué, évidemment, quand il y aura plusieurs pays, mais déjà, simplement, même à l'échelle de la France, se dire que dans un bassin comme celui de la Seine, celui de la Garonne, celui de la Dordogne, celui du Rhône, on décide de discuter sur les usages de l'eau et comment on va se répartir cette eau, c'est un élément, à mon sens, absolument essentiel des 10 ou 20 ans qui viennent, ce dialogue qu'il faut organiser et qu'il l'est pas vraiment, puisque les fleuves, vous savez, le fleuve lui-même appartient à l'État et ensuite chacun y pompe, j'allais dire, presque ce qu'il veut, et à mon avis, ce système-là a atteint ses limites. Alors il faudra aussi, bien entendu, gérer ce que j'appelle la maîtrise des consommations. Merci. La maîtrise des consommations, c'est à la fois la consommation d'eau ce que nous consommons, mais c'est ce que l'agriculture consomme, c'est ce que l'industrie consomme, et il y a des techniques qui sont en train de se mettre en place de plus en plus pour essayer, avec une quantité d'eau plus faible, de rendre le même service. Enfin, il y aura les ressources alternatives. Il y a des pays qui ne pourront pas éviter les ressources alternatives. Je vous en ai un, la Chine.
La Chine, c'est 23% de la population mondiale, c'est 8% des ressources en eau. Et si vous regardez, si vous allez à Pékin, eh bien, sachez que quand vous consommez 1 litre d'eau à Pékin, vous faites baisser d'autant la nappe phréatique qui n'arrête pas de baisser. C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois sont en train d'entreprendre des travaux gigantesques, soit de détournement du Yangtze, enfin d'un affluent du Yangtze pour amener l'eau à travers le fleuve Jaune jusqu'à Pékin, soit sous des usines des énormes usines de dessalement. En tous les cas, et il y aura aussi du recyclage, en tous les cas, les ressources alternatives, elles sont nécessaires. Tout ça pour vous dire 2 choses. L'eau, c'est à mon avis la priorité du XXIe siècle. Il faudra à la fois des technologies nouvelles, mais aussi un consensus sur la manière dont nous utiliserons cette ressource qui est quand même unique et très rare. Merci. Dernier, mais non le moindre, Monsieur Oursel d'Areva. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Qu'y a-t-il de nouveau sur le front du réchauffement climatique ? Eh bien, je crois d'abord, depuis ces dernières années, le fait que les opinions publiques, partout dans le monde, j'étais récemment en Chine où ça se voit aussi, partout dans le monde, les opinions publiques se sont saisies du sujet. Partout dans le monde, les décideurs politiques aussi parlent du sujet, réfléchissent à des solutions. Et ce qu'on peut regretter principalement en la matière, c'est l'absence pour l'instant de réponses internationales coordonnées, alors que la plupart des pays prennent des initiatives locales. Mais la nouveauté absolue, c'est que la communauté du monde de l'énergie, elle, non seulement réfléchit, mais commence d'ores et déjà à travailler sur ce sujet, parce que nous avons intégré cette problématique dans les choix futurs. Pourquoi ? Parce que s'il y a encore des incertitudes sur la dynamique du mouvement du réchauffement climatique, sur le temps, sur cette constante de temps, je crois qu'il n'y a absolument aucune incertitude et nous sommes convaincus que les transformations qui seront nécessaires de l'outil énergétique, elles demanderont beaucoup de temps, beaucoup d'argent, ça a été souligné, et donc il faut nous y atteler tout de suite. Alors d'emblée, vous ne serez pas surpris, moi je ne crois pas, comme réponse, au principe de décroissance, qui est le résultat d'une application trop stricte d'un principe de précaution. Je crois plutôt à un principe de responsabilité, c'est-à-dire la capacité de déterminer un certain nombre d'actions pour satisfaire l'ensemble des attentes de nos concitoyens, qui sont parfois contradictoires. Alors bien sûr, la première réponse, c'est l'efficacité énergétique. Il faut en faire partout, il faut en faire sur l'existant, il faut en faire sur les nouveaux équipements, mais il est vain de penser que l'efficacité énergétique à elle seule sera la réponse. Il est inévitable, il est nécessaire de continuer à travailler aussi sur l'offre, et en particulier dans le domaine d'une énergie comme l'électricité, dont les besoins vont croître. Il est tout à fait possible d'imaginer des scénarios où la consommation en énergie ralentirait, mais où par contre l'électricité prendrait une place supplémentaire dans les besoins énergétiques. Alors comment répondre à tout cela ? Bon, d'abord par les technologies, évidemment. Et la responsabilité des entreprises, c'est de développer, de mettre en œuvre les technologies qui répondent à ça. Alors je ne crois pas, personnellement, à l'opposition idéologique et stérile entre toute une série de technologies. Je pense qu'en la matière, et ça a été dit par Pierre Guédonex, le nucléaire et les renouvelables sont des réponses qui existent d'ores et déjà pour permettre de produire de l'électricité de façon décarbonée. Et d'ailleurs, c'est la conviction des Français. Il y a un récent sondage qui montre que simplement 10% d'entre nous pensent que le nucléaire est un frein au développement des renouvelables. Dans beaucoup de pays, le nucléaire se développe. Le cas suédois qui a été présenté, il faut savoir que la Suède avait, il y a quelques années, envisagé de renoncer au nucléaire. Elle a décidé de poursuivre et elle étudie même la construction de nouveaux réacteurs. Il a été évoqué le cas, par exemple, de nouveaux pays comme l'Arabie Saoudite, qui, bien que premier producteur de pétrole, premier détenteur de réserves d'hydrocarbures, a décidé d'aller vers le nucléaire pour la production d'électricité. Alors bien sûr, nous continuerons à le faire avec une obsession sur les questions de sûreté, une nécessité d'améliorer en permanence cet aspect-là, de travailler sur les retours d'expérience de l'accident de Fukushima et de le faire dans le cadre d'une coopération internationale. Ce développement du nucléaire, encore une fois, il n'empêche pas et il doit permettre aussi le développement des renouvelables, grâce en particulier à la rente qu'il apporte. Les renouvelables, aujourd'hui, ce sont des technologies qui existent, mais force est de constater qu'elles n'ont pas encore atteint, pour la plupart d'entre elles, le niveau de compétitivité et que leur développement, partout dans le monde, et c'est d'ailleurs une des hypothèses qui est faite par l'Agence internationale de l'énergie, partout dans le monde, elles vont nécessiter encore un certain temps des subventions pour être développées. Alors il faut aussi évidemment beaucoup de R&D, en particulier dans le domaine du stockage de l'énergie. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Nous sommes en retard par rapport à un certain nombre de pays, et il y a là incontestablement un champ tout à fait intéressant. Si vous prenez le cas de l'Europe, qui est un cas pratique justement, comment allons-nous en Europe transformer notre système de production d'électricité ? Mais d'abord, nous allons partir d'une situation extrêmement hétérogène. La France, pour produire 1 kWh d'électricité, produit 80 grammes de CO2. L'Allemagne, pour produire 1 kWh, produit 450 grammes de CO2.
Et le Danemark, qui est le pays qui a le plus développé l'énergie éolienne, puisque ça représente 30% de sa production d'électricité, produit 560 grammes de CO2. Alors vous voyez que ces chiffres ne sont pas évidents, parce qu'ils montrent bien que quand on développe des renouvelables, il faut avoir une énergie à côté qui fournit l'énergie de base, puisque vous n'avez pas toujours du vent, vous n'avez pas toujours du soleil. Si on regarde aujourd'hui cette politique européenne, moi je partage tout à fait l'avis de Pierre, c'est un échec. Cette politique européenne basée depuis quelques années sur une dérégulation totale du secteur, un marché qui devient la règle dominante, et puis sur un développement massif et trop rapide des énergies renouvelables, quel est le résultat ? Bien, le résultat, ça n'est pas probant en termes de réduction des émissions de CO2. Et si vous prenez le cas de l'Allemagne, au contraire, les émissions de CO2 ont augmenté en 2012. Donc là, véritablement, un nouveau système à penser. Si vous regardez le coût de tout ça, vous apercevez que les subventions aux renouvelables ont représenté en 2012 pour l'Europe 50 milliards d'euros par an qui se sont ajoutés à la facture des consommateurs d'électricité. Rien que pour l'Allemagne, c'est 20 milliards d'euros. Voilà. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a un système qui s'est emballé et qui pèse sur le coût du kilowattheure. Malgré cela, malgré ces investissements, eh bien nous arrivons à un système, et ça a été rappelé, qui ne permet plus les investissements. Donc nous sommes dans une situation incroyablement paradoxale. Alors que nous avons besoin de transformer notre système de production d'électricité, l'excès de production de renouvelables a fait s'effondrer les prix sur le marché de l'électricité et ne justifie plus aucun investissement. Le système de la taxation du CO2, enfin de donner une valeur au CO2, a totalement échoué. Il faut voir que la valeur du CO2 n'a cessé de baisser depuis sa mise en place, ce qui est le résultat tout à fait contraire. Et puis nous avons maintenant, à cause de l'intermittence des renouvelables, et ça se voit beaucoup en Allemagne, nous avons un risque accru sur la sécurité d'approvisionnement en électricité, parce que les réseaux ne sont pas encore adaptés pour gérer justement une énergie totalement nouvelle, intermittente, plus difficile à prévoir. Et là aussi, il faudra développer des infrastructures, et vous savez comme moi la difficulté pour faire accepter à nos concitoyens ces nouvelles infrastructures. Et puis enfin, dernier élément, si nous regardons le résultat industriel de tout ça, c'est un échec. 40 000 emplois dans le photovoltaïque ont disparu en Allemagne et en Espagne depuis le lancement de tout cela. 80% des panneaux photovoltaïques installés en Allemagne viennent de Chine. Donc tout cet effort, toute cette dérégulation ne s'est pas traduite par une amélioration significative des prix et n'a pas créé l'emploi, alors que l'Europe est historiquement la zone, la région qui a développé des industriels performants dans le domaine de l'électricité. Alors que faut-il faire ? Eh bien d'abord, personne ne comprendrait que ce que nous voulons mettre en place se traduise par une détérioration de la compétitivité de nos entreprises. Personne ne comprendrait que le prix du kilowattheure s'envole. Plus de 6 millions de nos concitoyens ont d'ores et déjà des problèmes pour faire face à leurs factures dans le domaine énergétique. Donc il est absolument impératif de veiller à être très attentif à l'impact sur le prix du kilowattheure de tout ça. Comment faire ? Une transition progressive. Nous voyons bien que toutes les politiques énergétiques qui ont eu des à-coups, qui ont eu des chocs, qui ont eu des accélérations excessives ou qui ont eu des fermetures ont été un échec. Il faut aussi un objectif unique européen, et il est possible, à notre avis, pour 2030, de réduction des émissions de CO2, 40% par exemple. Et après, au lieu d'insister simplement sur une énergie, laisser aux différentes énergies la solution, aux différents pays le choix entre solutions. Il faut rétablir les contrats de fourniture d'électricité à long terme. Vous savez que l'Europe interdit aujourd'hui ces contrats de fourniture. Il nous faut des grands programmes de R&D. Et puis enfin, il faut une véritable politique industrielle en soutien de tout ça pour favoriser la création d'activités industrielles, de leaders industriels capables non seulement d'effectuer la transformation de notre système électrique en Europe, mais aussi capables d'exporter sur les marchés internationaux, parce que nous avons vu que c'est un besoin immense. L'adhésion des opinions publiques, l'adhésion de nos concitoyens à ces transformations qui vont demander des efforts, elle ne sera pas possible si nous ne sommes pas capables, en plus d'un kilowattheure performant et économique, de montrer que nous avons créé des emplois et que nous avons ainsi apporté une réponse au problème endémique de nos sociétés, qui est le chômage. Merci. Merci, monsieur Roussel. Alors pour terminer cette rencontre, nous allons donner la parole à Clémence. Bonjour Clémence, qui est une étudiante qui a été sélectionnée parmi les 25 lauréats du concours Inventé 2020. Et Clémence va donc poser une question à nos intervenants et nous verrons ensuite qui va lui répondre. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Alors en fait, moi je vais vous poser une question assez pragmatique parce qu'on a bien compris qu'il y avait un problème au niveau de la planète, il faut agir. Sauf que pour que les gens agissent, il faut qu'ils aient vraiment conscience qu'il y a un souci.
Donc comment faire en sorte que les gens prennent conscience de ça et agissent vraiment, donc là au niveau global, pas seulement pour les pays développés. Voilà, merci. Oui, c'est toute la question des opinions publiques dont on parlait. Eh bien, je vous en prie, puisque c'était un peu le thème de votre intervention. Monsieur Gadenex, c'est vous qui répondez. Tout à fait. Ça marche le micro là ? Oui, Ouais. vous pouvez y aller. Non, tout à fait. Je me posais exactement la même question que vous à travers les expériences internationales que j'observe. Et j'arrive à deux voies de réponse. La première, c'est qu'il faut des débats. Et je pense que le thème essentiel d'un débat sur la transition énergétique, c'est de faire prendre conscience à l'opinion publique qu'il y a un compromis à trouver entre le coût de l'énergie à court terme et les préoccupations de long terme. Je vois en Angleterre, le débat a duré 4-5 ans. La sortie, la conclusion n'est pas quelque chose un plan précis, détaillé, mais cette prise de conscience a été unanime. Je pense que c'est l'enjeu. Et deuxièmement, alors, je pense que de faire dans la plus belle ville du monde la meilleure performance, c'est très bien, mais l'enjeu, il est planétaire. Si vous prenez les grands enjeux comme le réchauffement climatique, c'est un enjeu planétaire. Et donc, je pense, et je l'ai vécu quand on voit tous ces processus de négociation internationale, vous savez, à la suite de Kyoto, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Europe n'est plus le leader d'opinion. Je l'ai vécu physiquement à Copenhague. À Copenhague, l'Europe est arrivée convaincue, avec une certaine légitimité, qu'elle avait des solutions et qu'elle avait montré l'exemple, et donc que le monde devait suivre. Eh bien, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Et donc, je pense qu'une des formules, c'est d'avoir des négociations internationales et que l'Europe accepte de prendre des voies qui ne soient pas trop éloignées de ce que fait le reste du monde. Alors, sinon, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Je vous demanderai des réponses courtes. On va d'abord faire Monsieur Franck, puis Monsieur Germain et enfin Monsieur Ourcel. Monsieur Franck, vous en tant que maire, évidemment, c'est une question qui vous touche plus particulièrement. Nous vous écoutons. Well, I do believe in global warming, but I don't believe in global actions because all emissions are taking place at the local level, in a city or in a municipality. So the only sustainable way is to communicate with the citizens, to bring the citizens to take an active role in energy transition. For example, all citizens in my city, they help to produce biogas because they collect all organic waste, put it in a separate box, and then we produce biogas to the local public transports. So each citizens are involved. Each citizens are also involved in making the right choice when they are consuming. Each citizens are involved when they are buying a new car. Each citizens can make a difference. So the communication process between politicians, NGO, business life, university and citizens are very important. That's a sustainable way to make a transition, to involve the citizens. Thank you very much. Monsieur Germain. Vous avez posé une bonne question. Le monde est global et on ne peut pas regarder l'avenir dans un rétroviseur. Donc on est forcément dans la globalisation. Et les entreprises sont globales. Les ONG comme nous sont globales. J'ai passé une semaine avec mes collègues mondiaux, du Bhoutan jusqu'aux États-Unis, en passant par la Chine, où nous avons 300 personnes. Et ben, on a défini un certain nombre d'actions globales. Et notre job, ONG, consiste à discuter avec les gouvernements qui, eux, sont locaux. Ils n'ont pas de bol dans le truc. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que les gouvernements sont locaux. Non, ils ont perdu. Et donc, nous discutons beaucoup avec les institutions internationales. Moi, j'ai la charge de la francophonie, j'ai la charge de l'UNESCO qui est à Paris. Donc, chaque pays... Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et bon, moi, un petit peu recentré dans des organisations internationales très anglo-saxonnes, de pouvoir apporter des idées un peu latines. Mais on a besoin de vous. Hein. Mais voilà. Donc, il faut aller dans la globalisation, changer dans la globalisation. Il joue ce rôle de relais d'opinion. Ça, j'y crois tout à fait. Merci. Monsieur Ourcel, puis ensuite Monsieur Belin qui a demandé la parole aussi. Moi, je pense qu'effectivement, la première réponse, ce sont les débats.
Ce ne sont pas des sujets sur lesquels un choix économique s'impose de lui-même, ce sont des sujets sur lesquels la décision, à la fin, est de nature politique. Et il faut que les décideurs politiques appuient ces décisions sur des débats. La nouveauté, par exemple, de ce qui se passe en France cette année, c'est que ce débat n'est pas réservé simplement au Parlement. Le gouvernement a essayé d'élargir ce débat en associant des ONG, des universitaires, des groupes d'experts et aussi un certain nombre de citoyens. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier élément important. Le deuxième élément, c'est de travailler sur un sujet qui est complexe, qui n'est pas compliqué, qui est complexe, et d'éviter des idées simples. Il faut du global, il faut du local, toutes les réponses ne seront pas les mêmes. Moi, je crois beaucoup à l'enseignement. Et je pense qu'il faut retrouver dans les programmes d'enseignement, qu'ils soient économiques, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient techniques, il faut retrouver une place importante pour ces sujets de l'énergie. Merci, Monsieur Belin, puis Monsieur Turner, et la conclusion. Oui, très vite. Je crois qu'il faut essayer de rapprocher des termes. On oppose souvent la réglementation à la citation, c'est pas très bon. On oppose souvent le global au local. On oppose souvent la réduction ou être plus économe en énergie avec des bouquets énergétiques, avec la croissance. Bon, il faut essayer de rapprocher tout ça. Puis je dirais qu'il y a une dimension quand même, et nous la vivons, nous, particulièrement en agriculture, on ne s'adresse pas à différents publics de la même manière. Quand vous avez 500 000 exploitations agricoles ou 12 millions à l'échelle européenne, ce n'est pas le même discours que de s'adresser à 3 ou 4 grandes entreprises qui font un secteur à elles toutes seules. Donc il faut aussi tenir compte de ces situations très différenciées. Je vous remercie. Monsieur Turner, please. Thank you. A good question, and I think the core of the problem is that we are changing the atmosphere of the planet. We don't see it. It's invisible. We're putting over 80 million tons of CO2 into the atmosphere every day. But of course, it's all coming from every action that we're doing right down to the local level. So we need to find a new language, a new way of understanding this and getting everybody involved in the conversation and the debate. And I don't believe we can do that unless we make it visible as something that we can really see. And I think that's part of the solution. Thank you very much. Vous avez eu satisfaction à vous? Je vous remercie beaucoup. Eh bien maintenant, quelques mots de conclusion de Monsieur Chevalier. Nous vous écoutons. Merci. Bravo Clémence pour votre question. Clémence a été une des très bonnes étudiantes retenues. Elle avait fait un papier remarquable sur « Dessine-moi une planète ». Bravo. Alors, on a eu des frissons dans cette matinée que suggérait le titre. On a eu des rassurements, on a été rassuré sur le fait qu'il y a encore beaucoup de matières premières, pétrole, gaz et charbon. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ces matières premières, pétrole, gaz et charbon, elles se financent sans aucun problème. Vous pouvez lever des milliards de dollars pour financer le développement de gisements de pétrole et de gaz. En revanche, pour les économies d'énergie, pour l'efficacité énergétique, pour le nucléaire, c'est plus difficile à financer. Et le financement va être une contrainte majeure dans les 20 ans qui viennent. Alors, 3 idées pour conclure. 3 idées. Premièrement, sur la mesure. Les mesures, elles sont difficiles. Les mesures, elles sont complexes. Et les mesures, elles ne tiennent pas toujours compte de toutes les interdépendances auxquelles nous sommes confrontés. Bon, M. Turner a parlé du CO2. Et à l'heure actuelle, on a une espèce de polarisation CO2 en ignorant un peu les autres gaz à effet de serre, notamment le méthane. Donc il y a des changements à faire, sans doute, dans la problématique globale du changement climatique. Ces interdépendances, elles concernent aussi les relations entre le physique et le financier. Chicago, 45 fois les transactions sur le blé, et dans le pétrole, c'est la même chose. Et que ça, c'est un problème qui est extrêmement difficile, mais qu'il faut chercher à mesurer. Chercher à mesurer, mais souvent nous tombons, nous économistes, sur des séries dans lesquelles on fait des traitements économétriques compliqués, et ensuite, there is no statistical evidence. Et donc, le problème, c'est qu'on est coincé par une réalité qu'on a du mal à mesurer de façon précise et incontestable, et que néanmoins, il faut agir. Donc mesurer, oui, mais en même temps agir. Deuxième point, gouvernance. Gouvernance, ça vient d'être évoqué pour la réponse à la question de Clémence. Moi, je suis plus ouvert. Il faut qu'on articule différents niveaux de gouvernance. On a une gouvernance globale qui est un peu bloquée pour l'instant. On a une gouvernance européenne, et je trouve que
le procès à l'absence de politique énergétique européenne est un petit peu dur. Je pense qu'on a un avenir, mais il faut beaucoup de travail. Il y a le niveau national, avec le débat actuel en France, et puis il y a le niveau local qui vient compléter tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ces défis qui nous sont proposés, ça implique d'agir à tous ces niveaux, d'une façon que l'on doit chercher à rendre complémentaire. Et avec une chose qui est amusante dans le local, quand même, c'est que les problèmes sont pris de façon horizontale. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un problème d'énergie, c'est un problème de liaison entre l'énergie, les déchets, les transports, l'agriculture, etc. Et ça, c'est un peu nouveau comme problématique. Et ça peut entraîner des adhésions publiques, puisqu'on a vu que c'était un problème très important dans la définition de nouvelles politiques sur ces sujets. Je pense, dans cette gouvernance, qu'il faut préparer avec attention Paris 2015, qui va être un grand rendez-vous, et que d'ici là, on a beaucoup de travail à faire. Mon troisième point, c'est la diversité. La diversité, vous l'avez constaté, il y a une très grande diversité d'opinions dans ce qui a été exprimé autour de cette table, et je crois qu'il faut respecter les opinions des uns et des autres, parce que personne n'est tenu d'avoir la vérité. Et je rappelle notre président Jean-Hervé Lorenzi, dans une interview aux Échos hier matin, qui disait « Incertitude et modestie, les principes des économistes ». On est dans un monde qui est submergé par les incertitudes de tous les côtés. Ça implique d'être modeste et de se dire qu'on n'a pas la vérité infuse et qu'il faut donc combiner d'une façon intelligente les différentes réponses que nous pouvons trouver. Et combiner d'une façon intelligente, c'est-à-dire que oui, il y a de l'expérimentation possible à tous les niveaux. Il faut favoriser l'expérimentation. Il faut, de ce point de vue-là, et les jeunes l'ont bien montré hier, esprit d'entreprise, innovation pour bouger et pour essayer de construire ensemble les systèmes énergétiques du futur. Et donc je pense que finalement, cette diversité est premièrement un grand principe pour aborder les problèmes énergie-climat dans les années qui viennent. Et deuxièmement, c'est une source formidable d'innovation pour construire ce monde de demain. Merci.